dan meteen in de vuilnisbak. Heb je geen zakdoek bij de hand, bedek dan zeker je neus en je mond. En nadien je handen wassen. Hè? Wie zich ziek voelt, blijft beter thuis en belt de huisarts. Ga dus niet in de wachtzaal zitten en loop niet meteen naar de spoed. En help elkaar een handje door nu vooral geen hand te geven. Meer informatie op www.info-corona. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre point presse quotidien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pris soin les uns des autres. Je vais tout de suite céder la parole à Emmanuel pour le point de la situation au niveau pandémique. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Voici la situation pour la journée d'hier, donc le dimanche 22 mars. Au total, les laboratoires ont réalisé à ce jour 28 986 tests diagnostiques. Pour la journée d'hier, 342 nouveaux patients ont été testés positifs pour le coronavirus. Parmi ceux-ci, 173 étaient en Flandre, 45 à Bruxelles, 118 en Wallonie et pour 6 personnes, l'information va être consolidée par la suite. Cela porte pour la Belgique à 3743 cas confirmés. Nous savons que ce nombre est une sous-estimation du nombre total de cas infectés en Belgique, car nous testons uniquement les personnes les plus malades. La situation dans les hôpitaux est la suivante. 1643 personnes sont actuellement hospitalisées. Parmi celles-ci, 322 sont aux soins intensifs. Aujourd'hui, il y a 621 lits de soins intensifs libres pour répondre à des besoins qui vont encore augmenter ces prochains jours. Il y a également, en plus de cette capacité actuelle, un plan d'augmentation qui est toujours actif et jour après jour, cette capacité va pouvoir augmenter. Depuis le 13 mars, 350 personnes ont pu quitter l'hôpital après avoir été hospitalisées dans le cadre d'une infection à coronavirus. À ce jour, nous déplorons 88 décès. Nous aimerions faire une remarque par rapport à l'évolution de ces chiffres. Pour la première fois, on voit une évolution qui va dans le bon sens. Mais nous n'avons pas encore assez de recul pour confirmer que c'est une tendance qui va se consolider. Il n'est donc pas encore à ce jour, nous ne pouvons pas relâcher nos efforts pour plusieurs raisons. La première, c'est si nous relâchons les efforts que nous avons fournis ces derniers jours, nous savons que cela va créer une deuxième vague très importante. Deuxièmement, nous savons que les personnes qui sont actives pour l'instant dans les hôpitaux, les infirmiers, les médecins, ont été particulièrement exposés, et donc une partie d'entre eux sont actuellement malades, et donc il faut absolument maintenir l'effort que vous faites tous les jours, chacun. C'est extrêmement important de maintenir l'effort. Nous voudrions également rappeler que tous les groupes d'âge sont vecteurs et aussi peuvent être malades de cette maladie, et donc les jeunes doivent être particulièrement attentifs également. Un des points qui est également très important, c'est la protection du personnel médical et des personnes impliquées dans les soins et l'aide et l'assistance aux autres. Et donc les masques, comme vous savez, c'est un élément extrêmement important. La situation reste compliquée, mais nous avons ces derniers jours, vous l'avez entendu, des signaux positifs. Et donc nous pensons que dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir stabiliser cette situation, même si rien n'est jamais stable dans le cadre de cette épidémie. Il y a également des questions et des nouvelles qui sont venues ce week-end à propos de la capacité de test. Vous savez qu'aujourd'hui, nous testons uniquement les personnes les plus malades. Et donc, comme on l'a répété plusieurs fois,
un grand nombre de personnes actuellement infectées qui sont dans la communauté, qui restent chez eux, n'ont pas de test diagnostique. Nous savons que pour passer les prochaines étapes de cette épidémie, nous allons devoir augmenter de façon très importante cette capacité diagnostique et un plan est actuellement en cours d'implémentation pour augmenter très significativement cette capacité totale. Ce plan implique non seulement les hôpitaux, les laboratoires de biologie clinique, comme ils le font depuis le début, mais également les universités et le secteur privé. Et donc il y a une mobilisation très très importante qui est en train de s'activer pour le moment. Goedemorgen iedereen. Het is een nieuwe week en we hebben nieuwe cijfers. De voorbije 24 uur zijn er 342 bevestigde gevallen van COVID-19 bijgekomen. Daarvan waren er 173 uit Vlaanderen, 118 uit Wallonië, 45 uit Brussel en 6 van nog onbekende origine. Dat brengt het totaalaantal bevestigde gevallen in ons land op 3743 patiënten. Het is belangrijk om opnieuw te onderstrepen dat dat een onderschatting is van het werkelijke aantal. Het zijn vooral de mensen die erg ziek zijn die getest worden en onze gezondheidswerkers. In de hospitalen zijn er de voorbije 24 uur 290 bijkomende patiënten opgenomen. En er zijn ook 61 personen die het ziekenhuis hebben mogen verlaten. Dat brengt het totaalaantal mensen in onze hospitalen momenteel op 1643. 322 patiënten liggen op intensieve zorgen. Dat is een stijging met 32. En 239 patiënten worden beademd. Dat is een stijging van 39. Jammer genoeg zijn er opnieuw 13 mensen overleden de voorbije 24 uur en dat brengt het totaalaantal overlijdens op 88. Het is voor het eerst sinds het begin van de huidige uitbraak dat we een voorzichtige daling zien van het aantal bevestigde gevallen en van het aantal nieuwe hospitalisaties. Dat is bemoedigend, maar we moeten wel voorzichtig zijn. Want we weten niet of dat deze trend nog gaat aanhouden de komende dagen. De komende weken zullen zeker zwaar worden, niet in het minst voor onze gezondheidswerkers, die vaak blootgesteld zijn aan dit virus en waarvan sommigen ook ziek geworden zijn of misschien nog gaan ziek worden. We hebben het virus bij het nekvel en het is belangrijk dat we niet loslaten. We gaan deze inspanning nog een tijd moeten aanhouden. Dank u. Tout d'abord, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui, ces derniers jours, ont respecté de manière la plus stricte possible les règles et les mesures renforcées qui ont été décidées. C'est maintenant que nous devons faire les efforts. Ça fait déjà plusieurs jours, nous le savons, mais toutes les autorités et tous les médecins, comme on vient de le répéter, nous le disent. C'est maintenant que nous devons tenir bon. Il faut continuer à respecter le plus strictement possible ces mesures renforcées pour votre santé à vous, pour la santé de tout le monde, mais également pour soutenir le secteur hospitalier. Malheureusement, on constate encore des personnes qui ne comprennent pas l'urgence de la situation. On le répète, si tout le monde ne respecte pas ces mesures maintenant, on risque à court terme d'être dans une situation qui sera plus difficile et moins gérable pour le secteur hospitalier. Nous sommes lundi. Lundi, c'est le premier jour d'une semaine de travail. Et comme nous l'avons expliqué, vous pouvez travailler, bien sûr, malgré les mesures renforcées. Néanmoins, il y a certaines règles à respecter pour pouvoir bien travailler. Je vais juste les répéter. Premièrement, le télétravail est obligatoire. Ensuite, si ce n'est pas possible pour certaines fonctions, certaines organisations, vous pouvez aller travailler tout en respectant ces distances sociales, ces mesures de précaution de santé publique entre chacun des travailleurs. Et c'est uniquement si vous pouvez ni travailler, ni vous organiser pour respecter ces distances de santé publique que
l'entreprise devra être fermée. Une remarque encore concernant les entreprises qui sont appelées comme des entreprises de services essentiels ou de secteurs essentiels. Vous savez que ces entreprises, de même que leurs fournisseurs et leurs transporteurs et leurs producteurs, doivent continuer leurs activités. C'est important pour tout le monde. Et elles doivent essayer de respecter au maximum les distances sociales. Depuis le 18 mars, on a communiqué sur le fait que les voyages non essentiels à l'étranger sont interdits. Et il y a eu énormément de contrôles effectués ces derniers jours aux frontières. Depuis hier, un accord est intervenu entre les ministres hollandais et belges pour faciliter le travail des entreprises transfrontalières. Cela concerne les entreprises qui font partie de cette liste de services essentiels qui sont repris dans l'arrêté ministériel qui a été publié. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les employeurs de ces services essentiels doivent imprimer une vignette. La vignette se trouve sur le site web du centre de crise, centredecrise.be. L'employeur doit imprimer cette vignette en couleur, doit indiquer le nom de l'entreprise, l'adresse, les coordonnées, et doit remettre cette vignette à ses employés. Grâce à cette vignette, les transporteurs transfrontaliers de ces services essentiels vont pouvoir plus facilement passer la frontière avec un accès prioritaire. Cela va faciliter le travail de tout le monde. On rappelle néanmoins qu'un abus frauduleux de cette vignette, avec des informations qui ne seraient pas correctes, sera considéré comme de la contrefaçon et pourra être puni. Nous souhaitons encore rappeler certaines lignes directrices et certaines informations qui nous sont remontées, notamment depuis le call center et les médias sociaux, concernant les objets. Est-ce qu'un objet peut être contaminé ? Est-ce que je peux le prendre en main ? On pense notamment à des paquets, à des sacs poubelles, à des lettres, etc. Le risque de contamination indirecte via un contact sur ces objets a été identifié comme quasi nul par différentes organisations internationales en matière de santé. C'est évident que les règles d'hygiène de base normales restent d'application, lavez-vous les mains. Il y a plus d'informations à ce sujet qui est disponible sur le site de l'Agence fédérale de contrôle de la chaîne alimentaire. Je tiens enfin à remercier tout le monde pendant cette période difficile, les quelques jours qu'on vient de passer, les semaines qui arrivent. Comme je l'ai dit, il faut tenir bon. Restez chez vous un maximum. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci. Goedemorgen. Eerst en vooral willen we iedereen bedanken die de afgelopen uren en dagen de maatregelen strikt heeft opgevolgd. Ik kan maar één ding eraan toevoegen. Hou dit vooral vol de komende dagen en weken. We hebben de experten gehoord. Het zal belangrijk zijn om dit met z'n allen vol te houden. Jammer genoeg stellen we ook vast dat bij een aantal mensen de urgentie nog niet is doorgedrongen. Als we nu niet allemaal de maatregelen strikt gaan naleven, dreigt de situatie in ons land op korte termijn onbeheersbaar te worden. Dus nogmaals een oproep om de urgentie ervan in te zien en de maatregelen strikt na te leven. Maandag is ook een nieuwe werkdag, want ondanks de maatregelen kan er nog steeds gewerkt worden, mits het respecteren van de maatregelen. De maatregelen vat ik nog kort heel eventjes samen. Basisregel is telewerk. Telewerk is verplicht. Voor functies waar dit niet voor mogelijk is, geldt het principe van de sociale afstand, de 1,5 meter. Deze moet ten allen tijde gerespecteerd worden, niet enkel bij het uitoefenen van het werk, maar ook tijdens het transport dat georganiseerd wordt door de werkgever. Enkel indien niet kan voldaan worden aan deze 2 voorwaarden, moet het bedrijf sluiten. Voor wat betreft de essentiële diensten, zij moeten blijven functioneren en moeten hierbij maximaal de sociale afstand respecteren. U weet dat sinds 18 maart niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden zijn. De afgelopen dagen werd er streng gecontroleerd aan een aantal grensposten.
Om te voorkomen dat dergelijke controles een belemmering zouden zijn voor grensarbeiders die werken in essentiële diensten, heeft de Nederlandse minister van Veiligheid en onze minister van Binnenlandse Zaken een vignet uitgewerkt. Dit vignet moet ervoor zorgen dat grensarbeiders in die essentiële diensten, die zijn opgenomen in het ministerieel besluit, vlot de grensovergang kunnen passeren. Heel concreet, de grensarbeider uit een essentiële sector drukt het vignet af, in kleur. Dit vignet staat op de website van het crisiscentrum, crisiscentrum.be. De werkgever vult dit vignet verder aan, onder andere met de nodige contactgegevens, en zorgt ook voor een stempel. De werknemer plaatst dit ingevulde vignet zichtbaar achter de voorruit van de auto en hierdoor kan de werknemer vlot de grensovergang passeren zonder oponthoud, wat natuurlijk de werknemer zal ondersteunen bij het uitvoeren van zijn werk. Voor alle duidelijkheid, het gebruik van dit vignet met onjuiste informatie is valsheid van geschriften en is ook een strafbaar feit. Goed, tot slot een praktische tip in verband met richtlijnen over voorwerpen. Mensen die in aanraking komen met bijvoorbeeld brieven, pakjes, vuilniszakken. Het risico op besmetting door onrechtstreeks contact met dergelijke voorwerpen wordt door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beschouwd. Wat niet wegneemt dat ook hier handhygiëne uiteraard uiterst belangrijk zijn. Meer informatie over dit onderwerp en over het besmettingsgevaar door voorwerpen kan je vinden op de website van het Federaal Voedselagentschap. Tot slot willen we iedereen bedanken die in deze moeilijke periode met respect voor de maatregelen blijft werken. Ik zou zeggen, blijf zoveel mogelijk thuis, zorg voor elkaar en zorg voor jezelf. Dank u wel. Nous allons prendre, comme chaque jour, quelques questions qui nous sont parvenues, mais on va y répondre au mieux tout de suite. Peut-on tirer un premier bilan des mesures de confinement sur la propagation de la maladie? Voyez-vous un effet lockdown party sur le nombre de personnes contaminées par le Covid-19? Donc, comme nous l'avons expliqué aujourd'hui, nous observons pour la première fois une évolution qui va dans le bon sens du nombre de personnes qui sont sévèrement malades. C'est beaucoup trop tôt pour en tirer une tendance et c'est surtout extrêmement important de maintenir les mesures et d'appliquer ces mesures avec rigueur pour que nous puissions maintenir ces chiffres. C'est ce que nous espérons et il faut que chacun continue à appliquer ces mesures parce que si nous ne le faisons pas, nous savons qu'il y aura un rebond et probablement un rebond important. Par rapport à l'effet des contacts éventuels, des lockdown parties qui ont eu lieu, c'est évidemment quelque chose qui a probablement eu un impact, mais c'est quelque chose maintenant qui fait partie du passé. Il faut surtout qu'il n'y en ait plus, car ce sont maintenant des éléments qui peuvent propager de façon importante le virus, et nous savons que notre système de soins doit être capable d'encaisser ce type de choc. Si des grandes soirées sont organisées, c'est évidemment quelque chose qui aura un impact négatif. Kan u wel een conclusie trekken over het effect van de maatregelen op de verspreiding van het virus? En is er een effect te zien van de lockdown-parties op het aantal besmettingen? Wel, het is nog iets te vroeg om echt conclusies te kunnen maken. Ik denk dat we wel vrij zeker kunnen zijn dat door de maatregelen de situatie er nu een stuk beter uitziet dan ze er zou hebben uitgezien indien we niets hadden gedaan. Ik heb het eerder gezegd deze morgen dat we voor het eerst een heel lichte daling zien in bepaalde cijfers. Dat is bemoedigend. Dat is mogelijk een goed teken voor de rest van de week, maar die tendens zal nog moeten bevestigd worden de komende dagen. Dus dat is zeker een positief punt. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat we nog helemaal niet uit de gevarenzone zijn. Ook al gaan de cijfers verder dalen de komende weken,
Op het moment dat we onze maatregelen loslaten, is het heel waarschijnlijk dat dit virus opnieuw zeer sterk gaat doorbreken en uitbreken. Dus we moeten onze discipline aanhouden, dat is heel belangrijk. Wat betreft de lockdown-parties, dat effect daarvan is heel moeilijk te meten en te beoordelen. Dat is ook een zaak van het verleden. Het is belangrijk dat die nu niet meer plaatsvinden en ik denk dat men dat wel heel goed begrepen heeft. Is er een verhoogde sterfte onder de Brusselse jongeren? Nee. Wanneer dat we kijken naar de sterfgevallen, dan zien we dat het voornamelijk over mensen gaat van boven de 65 jaar. Er zijn enkele jongere mensen, maar dat is zeer uitzonderlijk en het is niet specifiek gerelateerd aan Brussel. Le taux de mortalité est-il plus élevé chez les jeunes à Bruxelles? Non, le taux de mortalité est plus important chez les personnes plus âgées, plus fragiles. Je crois que ça, c'est un message que tout le monde a bien compris, mais un message important, c'est évidemment que cette maladie ne touche pas uniquement les personnes âgées, mais aussi les plus jeunes, y compris dans les formes sévères. Donc des patients plus jeunes peuvent être infectés et peuvent avoir des formes extrêmement sévères de la maladie. Donc c'est une maladie qui touche tout le monde et chacun doit se protéger. Combien de tests peut-on réaliser en Belgique chaque jour et combien ont été réalisés depuis le début? La capacité de testing a-t-elle augmenté? Donc, depuis le début de l'épidémie, nous avons réalisé en Belgique près de 30 000 tests. Ces tests ont été dans un premier temps réalisés pour faire de la surveillance, pour savoir quand la maladie allait émerger en Belgique. Et aujourd'hui, nous savons que ces tests sont principalement dédiés aux personnes qui doivent être hospitalisées. Nous réalisons pour l'instant en Belgique environ 2000-2500 tests par jour. Ces tests sont réalisés dans les laboratoires des hôpitaux principalement. Nous savons également que nous voulons augmenter cette capacité de test parce que dans un futur proche, nous espérons pouvoir diagnostiquer plus aussi au niveau de la communauté. Mais pour pouvoir se permettre de faire ce type d'effort, il faut évidemment mettre en place une structure de laboratoire qui est très puissante et c'est ça que nous sommes en train d'activer pour le moment et nous vous tiendrons au courant de comment et quand cela va se passer. Hoeveel tests kunnen we elke dag doen in België? En hoeveel zijn er eigenlijk al uitgevoerd sinds het begin? Is de testcapaciteit verhoogd? Op dit ogenblik voeren wij een 2000 tot 2500 testen per dag uit. Het totaal aantal testen dat tot nu toe uitgevoerd is in België is hoger dan 30.000 testen. Die capaciteit, we zijn daar volop aan het werken om die te kunnen uitbreiden in de toekomst. Op dit moment is dat nog niet onmiddellijk mogelijk. Er is een enorme inspanning die momenteel gedaan wordt door verschillende spelers op het terrein. Dat vraagt een samenwerking tussen onze klinische laboratoria, onze onderzoekslaboratoria, laboratoria van onze biotechnologie-sector, van de farmaceutische sector. Hier wordt heel hard aan gewerkt. Er zijn natuurlijk een aantal flessenhalzen die we zullen moeten overwinnen, onder andere bijvoorbeeld het swapmateriaal en nog een aantal andere factoren. Dus het is een vrij complex proces. Maar we werken daaraan. We vinden dat ook heel belangrijk, dat we die capaciteit kunnen uitbreiden in de toekomst. En we hopen in de toekomst daar ook positief nieuws te kunnen over rapporteren. Hoe staat ons land tegenover het gebruik van hydroxychloroquine? Wel, hydroxychloroquine is een molecule die volgens een aantal studies een positief effect kan hebben voor de behandeling van patiënten. De grote bewijskracht die moet nog komen. Hè. Dat komt van de grote klinische studies die onder andere lopen in China. In België zijn er ook verschillende klinische studies gestart. Chloroquine is een van de moleculen die ook uitgetest wordt. Maar we moeten ook nog wachten op de grote bewijzen daarvan. Er zijn wel bemoedigende studies, maar de echte, het
positieve effect daarvan moet nog wel grondig bewezen worden. Quelle est l'approche de la Belgique concernant l'hydroxychloroquine? L'hydroxychloroquine fait partie des médicaments qui sont déjà disponibles sur le marché, dont on a évalué la toxicité dans d'autres applications et pour lesquelles on a pu observer dans les laboratoires et aussi certaines premières observations dans les hôpitaux. On a pu montrer qu'il y avait une activité. Cette activité, elle doit encore être confirmée par des études cliniques qui sont actuellement en cours. Et aujourd'hui, en Belgique, la décision qui a été prise, c'est de donner ce médicament aux personnes qui sont hospitalisées, parce qu'on veut donner toutes les chances à ces personnes. Donc, nous suivons l'évolution de la littérature scientifique. Nous savons que l'hydroxychloroquine, comme d'autres molécules, pourront ou seront introduites pour le traitement des malades. Il y a énormément d'informations qui sont cumulées chaque jour et nous tâchons de donner aux patients les meilleurs soins en fonction aussi de ce dont nous disposons. Pouvez-vous repréciser le nombre de lits actuellement disponibles en soins intensifs avec assistance respiratoire et sans? Combien sont actuellement occupés par des patients infectés par le coronavirus et combien par d'autres patients? Donc, actuellement, 621 lits de soins intensifs avec le matériel nécessaire sont disponibles pour répondre aux patients qui seront hospitalisés dans les prochains jours. Il y a actuellement, en plus de cette capacité disponible, 322 lits qui sont occupés par des patients qui ont besoin de soins intensifs actuellement dans les hôpitaux. Kan u nog eens herhalen hoeveel bedden er momenteel op intensieve zorg beschikbaar zijn en hoeveel er een beademingstoestel hebben? Kan u ook zeggen hoeveel bedden er momenteel bezet zijn door patiënten met en zonder coronavirus? Op dit ogenblik zijn er in België, in onze hospitalen, 943 bedden beschikbaar voor COVID-patiënten in intensieve zorgen. Dat zijn bedden die beschikken ook over beademingsapparatuur. Daarvan worden er momenteel 322 ingenomen door COVID-patiënten. Dus er zijn er op dit ogenblik onmiddellijk 621 nog vrij en beschikbaar. Die capaciteit kan nog verhoogd worden. We hebben een totale capaciteit in België, of een geschatte capaciteit, mits we alle middelen aanwenden, van meer dan 2800 bedden. Dus de beademingsapparatuur is op dit moment, daar is geen tekort aan. Het grootste tekort zit hem meer in het beschermingsmateriaal voor de artsen en bepaalde wegwerpproducten die nodig zijn, onder andere voor de behandeling van patiënten. Zullen er, zoals in Etterbeek nu het geval is, ook in de rest van het land hotelkamers opgeëist worden om daklozen in afzondering te plaatsen? Dit is een maatregel die in eerste instantie wordt genomen door de lokale overheden. Uiteraard, op het Nationaal Crisiscentrum hebben we contact via de gouverneurs met die lokale overheden. Indien daar nood aan is, kan dat gecoördineerd worden, maar momenteel blijft dit op een lokaal niveau gecoördineerd worden en is het een lokale beslissing. Va-t-on vers une généralisation de la réquisition d'hôtels pour confiner les sans-abri, comme cela a été fait à Etterbeek? C'est une décision qui a été prise au niveau local par le bourgmestre d'Etterbeek. Je pense que toutes les autorités au niveau fédéral, régional et local sont en contact pour ensemble gérer la situation. Au niveau du comité fédéral de coordination et du centre de crise nationale, on est en contact avec les gouverneurs de province qui sont en contact avec les communes, avec les bourgmestres. Ici, c'est une initiative locale. Pour l'instant, ça restera ce genre d'initiative locale, mais si nécessaire, il peut y avoir des concertations, des discussions à ce sujet. Merci pour vos questions.
Merci de suivre ce point de presse quotidien à 11h. On se retrouve demain. N'oubliez pas que c'est maintenant que vous devez tenir. On doit tous tenir cette semaine et les prochains jours. N'oubliez pas qu'on peut tous être concernés par ce virus. Alors, propagez plutôt l'information que le virus. Et rendez-vous à demain pour d'autres informations. Merci.